Voilà. Je pense que un certain nombre de personnes sont déjà en ligne. On ne va pas vous faire patienter beaucoup plus longtemps. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous connecter pour ce webinaire. Donc, nous avons le plaisir d'organiser l'équipe Manutan Collectivité que je représente et Audrey, que vous ne verrez pas, mais qui est en back-office, on va dire ça, de l'organisation, qui recueille notamment toutes vos questions, tout ce dont vous avez besoin sur le chat. N'hésitez pas à vous en servir. Alors, je me présente. Je vais d'abord peut-être mettre le slide en route. Voilà. Juste lancer le diaporama. Voilà. Alors, j'espère que tout fonctionne. N'hésitez pas à me faire signe ou à nous faire signe si jamais vous avez quelques soucis. Donc, Bertrand Chavanel, je suis responsable éducation et numérique pour la société Manutan Collectivité. Manutan Collectivité qui est investi dans différents domaines, secteurs d'activité auprès des collectivités. Alors, il y a un domaine évidemment qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, c'est celui de l'éducation. Il y en a un autre qui est celui de la partie d'investissement des collectivités pour leurs besoins propres. On essaye, nous, d'agir pour tout ce qui est qualité de vie des citoyens au sens large en termes d'équipement. Et puis, une troisième partie qui est peut-être moins connue, mais qui est importante, c'est la partie médico-sociale, puisqu'on intervient auprès d'associations, on intervient également autour de tout un tas d'établissements chargés de l'inclusion, et puis tout ce qui est grand âge également. Tout ça se transforme de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on essaye, nous, de favoriser tout ce qui est mise en œuvre, aboutissement de nouvelles formes pédagogiques, d'évolution en tout cas des besoins des établissements scolaires et des équipes enseignantes. De la même façon, autour du vivre ensemble pour ce qui est des collectivités et puis de la partie autonomie, protection des personnes au sens large pour tout ce qui est médico-social. Ça fonctionne en fait à travers un certain nombre de personnes. On est plus de 2100 collaborateurs, collaboratrices au sein du groupe Manutan, qui est un groupe familial français, je le précise. Et donc, vous avez un panel rapide en quelques chiffres de ce que nous représentons. Mais afin de rentrer tout de suite dans le sujet, je vais demander à d'abord Madame Pacanard aussi de bien vouloir se présenter, s'il vous plaît. Merci en tout cas d'être avec nous. Oui, bonjour, merci de cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme indiqué à l'écran, donc je suis la chef du bureau d'innovation pédagogique à la DGESCO. Voilà, avec un parcours brièvement résumé ici dans l'enseignement de l'anglais et puis de l'encadrement d'inspection en académie et enfin en tant que chef de bureau d'innovation pédagogique depuis bientôt 1 an. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et vous êtes accompagné de Madame Le Bardelet aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour... En quelques mots, oui. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, je n'ai pas de biographie affichée, mais j'interviens aujourd'hui donc en tant que responsable du pôle éducation à la Banque des Territoires, qui fait partie du groupe Caisse des dépôts, et en tant qu'opérateur donc pour le compte de l'État, aux côtés du ministère de l'Éducation nationale, représenté aujourd'hui donc par Cécile Pacanard aussi, avec qui nous interviendrons tout à l'heure. En tant qu'opérateur donc d'action des programmes d'investissement d'avenir, aujourd'hui France 2030. Mais nous avons aussi des activités dans le secteur de l'éducation et du numérique éducatif, également présentées aujourd'hui par la DNE. Des activités de financement et d'investisseurs dans le champ de l'éducation et d'accompagnement des projets de collectivité. Donc voilà, c'est avec toutes ces casquettes que je suis très contente de participer aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Nous accueillons également Christophe Caron. Bonjour Christophe. Bonjour Bertrand. Alors, merci tout d'abord de l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Caron, je travaille à la direction du numérique pour l'éducation, où je suis chef de projet France Scolaire et je porte notamment le dispositif Archiclass, qui a pour but d'accompagner les collectivités territoriales et les acteurs de l'école dans leurs projets de construction scolaire, ainsi que le programme TEDI, mais c'est une toute autre histoire. Voilà.
Ah, mais un investissement très intéressant néanmoins. Jean-Baptiste Le Saunier, donc, vous êtes au sein du conseil départemental du Calvados. Effectivement, merci pour l'invitation. Donc, je suis chargé de mission modernisation et numérique éducatif au conseil départemental du Calvados. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je m'occupe de numérique éducatif. Et puis, au fil de l'eau, comme on en parlera notamment avec Christophe Caron, plutôt de la partie forme scolaire au sein du conseil départemental et la transformation des collèges, comme on pourra le voir tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup. Alors, l'idée, c'est que cette intervention, hein, ce webinaire, même s'il y a un cycle de présentation en 3 temps, on va le voir, soit le plus, j'allais dire, enrichissant pour vous qui nous suivez. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, Audrey est là pour vous répondre et puis pour collecter tout simplement vos questions au fil de l'eau sur le chat. Allez-y. Nous essaierons de faire un petit point après chaque intervention. Donc, on va démarrer à travers trois grandes thématiques, hein, les nouveaux espaces éducatifs et puis le regard finalement des enjeux pédagogiques que va nous décrire plus précisément Christophe Caron. La partie, je dirais, point de vue des collectivités, hein, que représente aujourd'hui Jean-Baptiste Le Saunier. Et puis, pour terminer, le document important que représente cet appel à manifestation d'intérêt et innovation dans la forme scolaire, à travers les retours et les points précis de Mesdames Pacanard aussi, et le Mardelet. Voilà. Bien évidemment, on se gardera un tout petit peu de temps à la fin pour traiter vos questions et réponses s'il y en a en supplément. Et puis, on va commencer tout de suite par une petite vidéo. Alors, l'idée, c'est de vous mettre, je dirais, en phase d'inspiration. Je précise tout de suite hein, que cette représentation est celle d'une salle de professeurs, qui n'est pas forcément la salle de professeurs que l'on retrouve dans tous les établissements, je le précise hein, de manière très, très claire. Par contre, on essaye de se dire que finalement, quand on parle d'innovation d'espace éducatif, ce n'est pas uniquement pour les élèves, qu'il y a le corps enseignant qui peut être pris en compte de manière importante. Voilà, alors j'espère que la vidéo va bien démarrer pour tout le monde. Vous voyez qu'on a fait une petite simulation dans laquelle on a essayé d'imaginer un espace certainement peut-être plus ouvert en tout cas que beaucoup d'espaces existants, ça c'est clair. Et dans l'idée, oui, peut-être dans un esprit d'espace partagé comme ça se fait beaucoup dans les tiers-lieux, dans les coworking, avec finalement la possibilité de venir travailler et échanger de manière assez large, en introduisant une notion aussi d'espace plutôt calme, et des espaces de consultation, de lecture de manière ouverte également. L'idée n'est pas de faire un CDI bis, mais de vraiment consacrer un espace où toutes les personnes, enseignants, enseignantes, pourront se retrouver tranquillement. Alors, pour commencer après cette petite inspiration, Christophe, est-ce que vous pourriez nous décrire, nous dire en quelques mots d'où vient cette notion d'aménagement, d'espace éducatif et comment aujourd'hui, à travers notamment le site Archiclass, tout ça est traité par la DNE? Tout à fait. Donc, on va voir deux grandes parties hein, dans cette présentation. D'abord, quels sont les enjeux et pourquoi faire évoluer les espaces, et ensuite comment et quels sont les outils que peut offrir le ministère de l'Éducation nationale. Alors, la prochaine slide, c'est vrai que pour l'élève, l'école avec une majuscule doit être un lieu qui inspire. C'est un lieu qui donne envie d'apprendre. C'est un lieu où l'élève lui-même est reconnu en tant qu'acteur, où il participe à une pédagogie dite active. Et puis surtout, un espace où il est considéré, c'est-à-dire où les dimensions de bien-être, de socialisation et de bonheur sont prises en compte pour l'ensemble de la journée. Voilà. Pour les enseignants, ce lieu, cette école avec une majuscule, doit être pensé afin de lui permettre de dynamiser sa pédagogie, de changer, de participer à un changement de posture et surtout à une adaptation de son enseignement qui lui permettra de travailler en fonction des besoins de chacun des élèves. On voit l'intégration du numérique a un impact sur la pédagogie, la manière d'enseigner, la manière d'apprendre, donc sur la conception des espaces eux-mêmes. On voit ici avec les compétences du XXIe siècle qui sont travaillées par les enseignants et qui demandent un certain nombre d'espaces qui leur permettent de travailler
ces compétences dans des modalités différentes. Est-ce qu'on peut considérer, Christophe, que cette refonte des espaces, hein, cette nouvelle vision des espaces éducatifs est étroitement liée au changement lié au numérique? Tout à fait. L'intégration du numérique a une importance considérable en modifiant l'acte d'apprendre. On n'apprend pas et on n'enseigne plus de la même manière quand on a intégré le numérique, parce qu'on a besoin ensuite d'espaces qui répondent à ces nouvelles pratiques. C'est-à-dire quand on a par exemple une flotte de tablettes, on ne peut plus travailler en classe autobus, où on a beaucoup de difficultés à le faire. Donc ça veut dire qu'il faut repenser ces espaces afin de permettre aux enseignants de mettre en place une pédagogie qui utilise le plein potentiel de l'outil numérique et qui permettent également aux élèves d'aller dans des projets, de participer activement à des projets où ils ont besoin de collaborer, de bouger, etc. Donc c'est vrai que le numérique a un impact considérable sur la conception des espaces. Pour l'enseignant également, il y a une réflexion sur son rôle. Qu'est-ce que ça veut dire être enseignant quand on utilise le numérique? Quel est le rôle dans le processus d'apprentissage? Et cela a un impact ensuite sur la réflexion même pédagogique de l'enseignant qui va avoir besoin de réfléchir à sa manière de bouger, à sa manière de présenter le cours, à sa manière de le rendre dynamique. Donc le rôle de l'enseignant qui va devenir plus scénariste que transmetteur est important. Ça se voit également dans la façon d'apprendre de l'élève. La question de la posture est essentielle. Il est nécessaire de réfléchir à l'acte d'apprendre et à la meilleure manière de proposer des environnements qui répondent aux besoins, notamment à la posture de l'élève. Donc là, on a travaillé par exemple sur Archiclass sur un certain nombre de postures qui sont parfois à proscrire et d'autres à mettre en avant pour travailler différemment. On voit que la posture de l'enseignant et des élèves doit évoluer, ça c'est essentiel. Et on a aussi un questionnement sur la mobilité de tous, qui est centrale dans des espaces qui sont repensés pour permettre justement cette mobilité. Ce que l'on remarque souvent, c'est que finalement, bouger et être un petit peu libre de sa posture en tant que telle est un acte d'engagement dans l'apprentissage. Exactement. L'engagement et des études ont montré qu'en bougeant, les élèves apprennent mieux, apprennent différemment et apprennent mieux. Ce sont des espaces également qui doivent engager, comme tu le dis, comme vous le disiez Bertrand, qui doivent engager les élèves dans beaucoup plus d'autonomie et dans davantage de collaboration. Donc il y a un certain nombre d'espaces qui permettent justement cette autonomie amplifiée. Bon, voilà d'ailleurs des petites représentations, je crois qu'elles sont tirées d'un jeu, d'un kit, c'est ça? Voilà, d'un kit qui s'appelle Archistart et qui permet justement d'explorer la pédagogie et de voir un petit peu quels sont tous les micro-zones, les petits espaces qui permettent justement d'intégrer le numérique et de travailler en fonction des besoins et des situations d'apprentissage proposées par l'enseignant. Alors pour cela… Et tout ça sur Archiclass. Exactement, tout ça sur Archiclass, bien entendu. Et tout cela participe aussi au fait d'investir tous les espaces. On voit souvent dans les collèges et dans les lycées des espaces qui sont sous-utilisés. Je pense notamment aux halls d'entrée qui sont souvent très spacieux et qui sont sous-utilisés, mais qui peuvent être un lieu d'échange, un lieu de travail, un lieu de socialisation. Donc il faut repenser à investir tous ces espaces-là. Bien entendu, ça passe également par une pleine conscience du bien-être à l'école et de comment on va investir cette notion de bien-être qui passe par un certain nombre de besoins à respecter, hein, notamment le confort sonore, le contrôle de la luminosité, notamment quand on utilise un TNI, le contrôle acoustique également quand on produit avec une tablette. Il faut, voilà, ce sont des éléments à prendre en compte pour concevoir également des espaces qui permettent justement de mettre en scène ces nouveaux apprentissages. Enfin, il ne faut pas penser que l'école est un monde clos, et j'aime bien l'idée de territoire d'équipe. Donc ça veut dire aussi qu'il faut penser à des espaces qui sont mutualisés et qui sont peut-être parfois polyfonctionnels, c'est-à-dire comme je le disais tout à l'heure, un hall d'entrée, ça peut servir d'espace transitionnel, hein, d'espace de passage, mais d'espace de travail, de vie scolaire, etc. Voilà. Donc, à partir de ces enjeux-là, que propose la direction du numérique pour l'éducation?
Comme on a pu sentir tout à l'heure avec un certain nombre d'outils, il y a le site Archiclass qui existe et qui propose à la fois une démarche et des outils concrets. Alors cette démarche, elle est comment dire, on peut la résumer en 3 étapes sur la slide suivante. C'est une démarche qui s'occupe à la fois des projets de construction scolaire. On part de rien. Et voilà, Archiclass nous accompagne jusqu'à la conception de l'établissement ou de l'école. Ça peut être aussi une démarche qui vient aider et accompagner un projet de rénovation scolaire ou tout simplement un projet d'aménagement. Voilà. Donc en slide suivante, on voit qu'il y a 3 étapes qui forment la démarche Archiclass. La première étape, on demande à la collectivité de mettre à jour un petit peu son ambition pédago-numérique, quel environnement numérique elle va proposer pour mettre en situation le projet dans ses contraintes territoriales également. Et en phase 2, là, on va être dans une animation en co-construction, un échange en itération avec les acteurs de l'école, donc enseignants, parents d'élèves, élèves, personnel de direction, personnel de la collectivité, ainsi que les différents services et directions de la collectivité territoriale. C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble pour que la collectivité puisse comprendre les besoins et les pratiques pédagogiques des enseignants, et d'un autre côté, que l'équipe éducative, que les acteurs de l'école connaissent un petit peu le projet global de la collectivité, surtout ses contraintes. Voilà. Et à partir de là, en co-construction, on va amener et porter ensemble le projet, qui va être stabilisé dans une phase 3. Voilà. Ensuite, donc, sur le site Archiclass, vous allez retrouver dans l'onglet « J'ai un projet » se lancer en bleu les différentes étapes que proposent déjà les collectivités. Donc, on s'est appuyé sur le travail d'un conseil départemental qui nous a ouvert un petit peu son process. Et en rose, vous avez les entrées Archiclass. C'est là que tous les outils du site vont pouvoir vous accompagner pour amener justement cette réflexion pédagogique qui va avoir un impact considérable sur vos conceptions d'espace. Voilà. Donc, il y a un outil qui est phare, c'est un peu les lieux emblématiques Archiclass, qui sont issus de la recherche européenne, notamment les recherches de Rosanne Bosch, qui est une designeuse danoise. Il y a 6 espaces qui nous semblent importants parce qu'ils résument et donnent à voir l'ensemble des situations pédagogiques qu'on peut mettre en place avec le numérique ou sans numérique. Alors, je vais les présenter rapidement. La scène, c'est un endroit où on va présenter son travail. Le feu de camp, c'est un endroit qui permet de travailler en mode collaboratif, en petits groupes. La grotte, c'est un espace qui permet de se concentrer, de se recentrer, de produire seul avec le numérique. L'oasis, c'est un endroit un petit peu de rencontre informelle où on va brièvement parler d'un projet. Les élèves vont se présenter un projet, ils vont repartir avec de nouvelles idées. Le labo, c'est l'endroit où on fabrique, on manipule, on crée, et la source, on va chercher l'information. Ces 6 espaces ne sont pas obligatoirement présents dans chacune des classes. Il faut les penser au niveau de l'établissement ou de l'école. Il faut les penser en espace physique ou virtuel, c'est-à-dire qu'une source, ça peut être aussi un mur de QR code. Et on peut les penser également comme des espaces permanents ou temporaires, c'est-à-dire l'oasis, on peut en avoir besoin pendant 2 heures et plus le reste de la journée. Donc ça veut dire qu'ensuite, dans le choix du mobilier, il va falloir avoir ces critères-là en tête. Ensuite, donc, sur le site Archiclass, vous allez retrouver un ensemble de collections de fiches auxquelles a participé Bertrand Chabanel. Par exemple, les fiches mobilier qui donnent à voir un certain nombre de thématiques, par exemple les assises, les plans de travail, au regard des pratiques pédagogiques. C'est-à-dire quels sont les atouts et les limites de chacune des solutions proposées au regard des besoins pédagogiques des enseignants. Voilà. Et puis ensuite, une autre collection qui s'appelle les comment faire sur fonds propres. Comment, par exemple, créer une grotte, comment faire une sède, comment réfléchir à la couleur dans l'espace. C'est sur fonds propres, on a peu de temps pour le faire. Les fiches comment faire sont là pour donner des pistes très, très pratiques. Enfin, on a 2 outils qui sont essentiels dans la démarche Archiclass. C'est Archilab. C'est un outil qui rend nécessaire cette co-construction collectivité territoriale
acteurs de l'école, on se met tous autour de la table et ensemble, on part des besoins, des pratiques pédagogiques des enseignants et on vient progressivement concevoir des espaces qui seront ensuite challengés par la collectivité avec des cartes contraintes. Voilà. Et cet outil, il est très simple à utiliser et il rend vraiment de grands services parce que là, on est vraiment dans l'échange collectivité, acteurs de l'école. Et puis un deuxième, je crois qu'il y a, voilà, un deuxième outil qui s'appelle ArchiStart, qu'on a lancé l'année dernière, qui permet d'aller explorer la pédagogie. Je suis enseignant, j'ai une pédagogie qui me convient, mais je suis curieux, j'ai envie de voir un petit peu, j'ai envie de nourrir un petit peu mon panorama. Donc, je vais aller utiliser ce kit, hein, c'est un ensemble de trois jeux distincts, dont le principal permet justement, à partir des verbes de compétences pédagogiques, permet d'aller explorer des espaces qui sont numérisés en 360 degrés et qui permettent de s'immerger dans l'espace et de voir un petit peu quels sont les espaces répondant aux pratiques pédagogiques avec le numérique ou sans numérique. Enfin, sur le site, vous allez retrouver 90 témoignages de collectivités ou d'équipes éducatives qui ont utilisé la démarche Archiclass ou une démarche similaire, avec à chaque fois les questions qui ont été posées lors de ces projets. Pourquoi on a mis en place ce projet, quels problèmes se sont posés, quelles solutions ont été apportées, quel financement a été trouvé. Voilà, ce genre d'éléments qui permet de nourrir son propre projet. Enfin, vous avez sur le site également 10 visites virtuelles qui permettent d'aller s'immerger dans des vrais espaces, des classes qui existent en France. Donc, on se balade dans la classe et on a des balises qui permettent de comprendre les besoins et de comprendre aussi les solutions et les choix qui ont été faits. Voilà pour le site Archiclass, qui est un site complètement libre. Vous pouvez y avoir accès, que vous soyez collectivité ou acteur de l'école. Merci beaucoup Christophe, c'est très clair et très enrichissant. En tout cas, moi je ne peux que vous encourager, vous qui nous suivez, à fréquenter ce site de manière assidue. Il y a des publications très régulières en plus, hein. Il y a plein de choses nouvelles qui arrivent vraiment quotidiennement. Et l'idée, c'est cette gestion de projet qui aujourd'hui n'est pas forcément la partie la plus évidente, hein, d'ailleurs, de la façon d'appréhender le sujet que nous traitons aujourd'hui, l'esprit de co-construction notamment, mais peut-être aussi la façon d'intégrer toutes les parties prenantes. Et donc, nous allons pouvoir enchaîner sur le rôle justement des collectivités. Jean-Baptiste Le Saunier. Bertrand, Oui, Audrey, excuse-moi, on tu as des avait questions 2 questions dans le chat pour Christophe, alors je me Bien permets sûr. de t'interrompre. Surtout Donc que j'ai respecté mes 15 minutes, je suis à 13 C'est minutes. très bien, Christophe. Voilà. Donc, une première question d'Adrienne Ruel. Est-ce que ces démarches peuvent concerner les établissements privés hors contrat, donc dans ce que vous avez présenté? Alors, tout est possible, hein. La démarche, elle est en open source, hein, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser également. Ça peut tout à fait. Alors, on parle de collectivité territoriale, mais ça peut être un autre partenaire. Voilà, donc c'est tout à fait adaptable. Très bien. Et on avait une deuxième question de Céline, où la démarche Archiclass se fonde sur la démarche Design Thinking. Tout à fait. Tout à fait. Nous avons travaillé au départ pour la formaliser avec la Cité du Design de Saint-Étienne, qui était précurseur en 2016 hein, sur la question de l'éducation. Et voilà, effectivement, c'est une démarche inspirée du Design Thinking. C'est tout bon. J'ai plus de questions pour vous, Christophe. Merci Audrey. Donc Jean-Baptiste Le Saunier, Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de l'implication, l'imbrication des collectivités, plus particulièrement du Calvados, puisque vous représentez le conseil départemental? Effectivement, alors je vais en 3 grands points, surtout, je vais rappeler, Christophe a rappelé un petit peu le pourquoi cette transformation des espaces physiques ou des transformations dans les collèges. Moi, je veux dire pourquoi nous, on s'est engagé, pourquoi finalement on s'engage dans cette transformation. Je parlerai après du cheminement et puis je finirai par un exemple et puis des clés de réussite aussi par ailleurs. Donc, pourquoi nous, Calvados, on s'est engagé finalement dans cette transformation des espaces, c'est qu'on a constaté qu'il y avait une nécessaire adaptation des lieux, des établissements au regard de nouveaux besoins avérés des utilisateurs. Alors, j'aime beaucoup illustrer de manière générale mes propos. Donc, le premier, c'est en collège. Un exemple, ça va être les espaces de vie de l'élève, alors comme les salles de permanence ou les salles d'études qu'on a toutes et tous connues en collège. On voit bien ce que nous disent les élèves, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on leur demande de faire ne correspond plus à l'espace ou aux équipements qui leur sont mis à disposition. Je pense que traditionnellement, vous avez cette vue en autobus qu'on verra tout à l'heure.
Aujourd'hui, on leur demande de travailler en groupe, donc ça ne peut pas fonctionner. On leur demande de travailler sur l'ENT, sur d'autres outils numériques. Ils n'ont aucun équipement numérique dans des espaces dans lesquels ils passent beaucoup de temps. Le deuxième point, c'est aussi le développement. Christophe parlait de la curiosité d'enseignants, mais aussi on voit émerger de plus en plus de souhaits d'enseignants pour tendre vers de la pédagogie active. Voilà, ça ne concerne pas tout le monde, ça ne concerne pas toute l'année d'enseignement, mais ça peut concerner des petites sessions aussi d'enseignement spécifique. Deuxième raison, c'est la mobilité des corps. Alors, je vous renvoie à un article dont on va vous envoyer un lien. Alors, c'est sur Sciences et Avenir, donc voilà. Je pense que ça reste une source fiable d'informations, mais Christophe l'évoquait tout à l'heure. La mobilité des corps aussi favorise certaines compétences du XXIe siècle, comme notamment la créativité. Donc, Christophe parlait d'établissements scolaires comme lieu de sociabilité. C'est quelque chose en lequel on croit beaucoup. Mais aussi dans des lieux d'échange, d'interaction. Voilà, les établissements scolaires doivent ouvrir la porte aussi à l'acquisition de ces compétences du XXIe siècle. Troisième point, non négligeable, c'est sur l'inclusion de tous les élèves. Alors, on parle de quoi? On parle de la loi de l'égalité pour l'égalité des droits et des chances, une loi qui date de 2005. Alors, qui concerne bien évidemment les élèves en situation de handicap qui, je le rappelle au passage, est une compétence des conseils départementaux. Je clôt la parenthèse. Néanmoins, donc, ça concerne les handicaps moteurs, cognitifs, mais plus largement, ça concerne aussi l'inclusion de tous les élèves. Je pense qu'au collège, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des élèves qui arrivent en 6e qui ne sont pas forcément très grands. Il y en a d'autres qui sont très grands, qui arrivent en 3e, qui peuvent parfois faire partie de section basket, par exemple, qui sont très grands. Il faut savoir s'adapter aussi à ces réalités, de différence de taille, de différence aussi de sexe. Voilà, bien évidemment, ça pose des questions, par exemple, sur les sanitaires, qui est un sujet récurrent pour nous, collectivités. Dernier point, c'est sur l'amélioration du bien-être des élèves et du climat scolaire. Alors, encore une fois, je vais vous renvoyer à un... Je vais simplement reprendre les propos de Vincent Fayet, qui est enseignant, qui travaille beaucoup justement sur ces sujets de transformation des espaces, transformation des pratiques pédagogiques qui amènent à des transformations d'espace, qui dit un élève qui prendra plaisir à venir dans son établissement, vraisemblablement, il apprendra mieux, même si, bien évidemment, ça aura des sources multifactorielles. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, les principales raisons pour lesquelles nous, on s'est engagé finalement dans ces réflexions autour des transformations d'espace. Ensuite, je vais vous indiquer comment nous avons cheminé, comment le département a cheminé de 2017, donc alors, c'est pas depuis 2017 qu'on s'occupe du bâti des collèges, fort heureusement. En revanche, en 2017, le ministère de l'Éducation lançait l'appel à projet qui s'appelait Collège Lab, qui visait à apporter une dotation essentiellement en tablettes, en équipement numérique portable, des packs innovation numériques, des web TV, des web radios par exemple, et puis à de la fourniture de mobilier. Donc ça, c'était l'appel à projet auquel on avait répondu avec 3 établissements. Pour nous, l'enjeu, donc on en a mis 3 en place, ça a été vraiment une prise de conscience sur l'importance de la mobilité, mais aussi de la nécessaire évolution des espaces des collèges. S'en est suivi ensuite finalement une espèce de généralisation sous forme de programme qu'on a appelé e-collège Calvados, donc qui reprennent un petit peu les ingrédients des collèges Lab, donc avec des tablettes, du Wi-Fi, un pack innovation aussi en fonction des projets des établissements, et surtout une généralisation des réflexions sur les nouveaux aménagements, donc nouvelles pratiques qui amènent à de nouveaux aménagements. L'idée, c'était nous, on apportait une dotation et en même temps, on demandait aux établissements de s'interroger aussi sur cet apport de dotation, sur cette question de la mobilité, mais plus largement sur la question de la transformation des pratiques et donc des espaces. Donc voilà, c'était bien la diffusion de la thématique. Et du coup, je fais le lien avec nos derniers intervenants. On a souhaité, le département du Calvados a souhaité répondre à l'appel à manifestation d'intérêt qui vous sera présenté tout à l'heure, innovation dans la forme scolaire. Pour nous, l'idée, c'est d'aligner un projet de restructuration, ou des projets de restructuration du bâti avec des transformations des pratiques pédagogiques, parce que souvent, l'idée, le constat, c'est on fait une restructuration.
très bien, on fait une belle restructuration, mais finalement, on livre des classes qui sont à peu de choses près identiques à ce qu'on faisait avant la restructuration. Voilà, donc là, heureusement, il y a des restructurations. Notre idée, c'est encore une fois d'aller encore plus loin, d'approfondir, d'évaluer, et puis à travers ce futur peut-être projet, d'assurer le suivi scientifique avec 5 principaux objectifs. C'est voilà, le premier que j'ai déjà rappelé, faire évoluer les espaces pédagogiques et ceux de vie de l'élève, rendre le collège inclusif, voilà, c'est pour ça que j'en ai parlé aussi, ouvrir le collège sur la cité, le rendre aussi plus facilement accessible aux parents. Et puis un dernier point qui fera écho aussi à la vidéo de Bertrand Chavanel, en tout cas de Manutan, c'est améliorer aussi les conditions d'accueil, de travail et de collaboration au sein des établissements, en particulier celles des enseignants. En parallèle, et ça, là, je vais illustrer avec des photos assez concrètes. Voilà, on a, nous, conseil départemental, on accompagne les établissements justement en méthode co-design, design thinking. Ça, c'était en parallèle du programme e-collège pour transformer des lieux. L'exemple que je vais vous présenter ici, c'est une salle de permanence que j'ai évoquée tout à l'heure. Une salle de permanence assez traditionnelle, rangée en randonnion, qu'on connaît tous, qu'on a tous connu, mais qu'on connaît tous encore, puisqu'elles sont largement encore présentes dans les établissements scolaires. Sollicité par personnel de direction de cet établissement qui, voilà, qu'on faisait juste le constat que ça ne marchait plus, que les élèves indiquaient régulièrement que ça ne leur convenait plus. Donc on a, ça c'était l'étape 1, c'était l'état 0, on va dire. Ensuite, donc on a réalisé des ateliers avec des utilisateurs, adultes d'une part, mais surtout élèves. Christophe parlait justement de l'implication des utilisateurs. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est essentiel de concevoir avec eux les principaux utilisateurs des espaces en collège. Bien sûr, ce sont les adultes, mais ce sont aussi les élèves. Et on leur pose trop peu de questions finalement, alors, notamment dans le cadre des restructurations de type bâti. Ici, c'est un projet à une échelle plus restreinte, mais on les interroge trop peu. Donc là, on a fait le choix justement avec l'établissement d'organiser deux ateliers de travail pour finalement 2 ateliers de travail pour aboutir à des maquettes que vous pouvez voir, dont vous pouvez voir un aperçu ici. Une version, donc ces maquettes, ensuite la version prototype, on va dire prototype 1, donc voilà la photo suivante qui était un réaménagement avec l'existant, donc c'était finalement en mode un petit peu frugal. Et puis, une fois que justement on avait validé un petit peu l'organisation spatiale de cet espace, on a finalement l'étape finale, qui est la dernière photo. Voilà, c'était cette réalisation. Voilà, donc là, le collège a fait le choix sur fonds propres justement de faire l'acquisition de mobilier pour aller jusqu'au bout de sa démarche. Il en a fait de même avec le CDI, je n'ai pas eu le temps de vous présenter, mais on avait souhaité, c'était faire un projet espace de vie de l'élève, donc plutôt permanence et CDI. On aurait pu même ajouter d'autres espaces, mais on a fait ce choix-là avec l'établissement. Vous pouvez visiter justement, Christophe, voilà, pour parler des visites virtuelles, c'est une des salles avec le CDI du Collège de Potigny qui ont été numérisées. Donc, je vous invite à aller leur rendre visite. Pour finir, voilà, ça c'était finalement un exemple pour illustrer aussi ce qu'on fait avec les utilisateurs. Pour finir, j'ai essayé de résumer quelques clés de réussite, en tout cas de par l'expérience depuis maintenant 5 ans de projets qu'on a pu mener à la demande des établissements et de notre propre fait. C'est faire, ne pas hésiter à se lancer, alors bon, le démonstrateur, d'accord, mais c'est surtout faire. C'est parce qu'on se pose toujours la question de un peu de l'œuf ou la poule, c'est l'enseignant va vous dire, je prends les cas d'un enseignant, va vous dire, moi j'aimerais bien changer, mais j'ai besoin de voir, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de tester. Et donc, tant qu'il ne l'a pas fait, et ça a été justement ça la prise de conscience dans les collèges labs, c'était de mettre des choses, pour leur permettre justement de toucher du doigt. Mais le corollaire aussi, qui va avec, c'est aussi échouer. C'est obligatoirement, et ça il faut se le dire dès le démarrage, alors ça fait du bien de le rappeler à ceux qui vont vivre dans les espaces, mais aussi il faut s'accorder un petit peu ce droit à l'erreur. Oui, on va probablement échouer dans les collèges labs. J'ai plusieurs exemples de choses on ne reproduira pas, mais parce que justement on les a fait, on n'a pas cogité pendant 3 heures, on a fait, enfin pendant 3 heures, pendant plusieurs années, on a fait tout simplement.
Troisième élément, c'est ouvrir le champ des possibles. Voilà, c'est toujours se demander, proposer. Nous, ce qu'on fait régulièrement en visite aux établissements, c'est on montre des photos, des exemples. C'est ce que fait justement très bien Archiclass. Et du coup, vraiment, je vous invite à aller voir. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Un autre élément, c'est commencer petit et faire parfois des choix simples. Pas forcément se poser, voilà, il existe plein de solutions de mobilier, je pense que Manutan, justement, les connaît très bien. Mais parfois, il faut aussi faire des choix simples avec, dont le fonctionnement et l'usage sont faciles à comprendre et à s'approprier. Je pense à des tableaux Velleda blancs, des petites choses comme ça. Je pense à des petits cubes. Voilà, tout ça amène du changement de pratique surtout, parce que c'est ça qu'on attend finalement. Les mobiliers ne sont que des moyens, mais ça permet d'amener à se réfléchir. Il s'agit justement d'initier plutôt des petites modifications. Impliquer les utilisateurs et aussi prototyper. Bah ça, je pense que je l'ai largement dit. Aujourd'hui, je crois fermement à cette nécessité d'impliquer les utilisateurs, tous les utilisateurs, y compris les élèves. Un autre élément, le sixième, c'est rendre concret par la 3D. Alors pourquoi je dis ça? C'est que vous avez eu un exemple justement d'une salle des professeurs tout à l'heure. Nous, traditionnellement, comme beaucoup, on faisait juste des aménagements en plan de masse, voilà, en vue du dessus. Un jour, avec mon collègue architecte à la direction des collèges, on a sur un projet sur lequel on avait certains doutes finalement, on l'a projeté, enfin il a réalisé une version 3D. Et en fait, il y a tout de suite eu un changement de perspective avec une capacité à se projeter beaucoup plus facilement. Je prends l'exemple notamment d'analyser la circulation, mieux visualiser les espaces, la visibilité aussi pour, je ne sais pas, ça peut être l'enseignant, les surveillants, voilà, le CPE. Mais c'est cette importance aussi de la 3D. On vit dans un monde qui est en 3D, pas en plan de masse, donc c'est beaucoup plus facile de se projeter. Et dernier point, qui est aussi une clé de réussite essentielle, c'est ce que j'appelle l'alignement des planètes, à savoir partir d'un projet d'établissement qui s'appuie sur des besoins, des problématiques. Euh, Quand on pense aussi aux institutions, bah, ça va être les directions académiques, le rectorat avec les différents services concernés, les CARDI, les DRAN, et évidemment les collectivités que je représente aujourd'hui. Voilà, donc ça fait partie un petit peu des 7 clés de réussite que j'ai pu identifier jusque-là. Il y en a probablement d'autres, c'est non exhaustif, évidemment. Voilà, je finirai mon intervention ici. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Moi, enfin, j'apprécie énormément hein, ce point de vue parce qu'il met en avant cette notion non seulement de co-construction, comme le disait Christophe Caron auparavant, mais également cette notion de progression et puis d'appropriation, parce qu'effectivement, on peut concevoir tout un tas de choses, mais si tout un chacun n'est pas impliqué véritablement dans l'usage, ça a peu de chances de fonctionner. Est-ce qu'il y a des questions, Audrey? Oui, il y a une question sur quel est le budget moyen pour une salle de classe. Donc, je pense que c'est une vaste question. Et, je laisse Jean-Baptiste. C'est difficile d'y répondre en fait, parce que en fait, tout dépend de ce qu'on souhaite y faire. Ça peut être quelques centaines d'euros si on n'y met pas grand-chose. Si on fait une salle où justement on laisse là une grande part au mouvement, où on met peu d'assises, peu de plans de travail, bah là du coup ça fait finalement moins d'acquisition très concrètement. On peut se contenter parfois de petits cubes justement. Et puis ça peut être je pense notamment aux salles de sciences qui voilà, appellent forcément inévitablement des mobiliers ou des équipements plus importants. Mais c'est difficile à estimer, ça peut être simplement 5 000 euros, ça peut être 1 000, ça peut être 5 000, ça peut être 15 000, tout dépend de finalement ce qu'on veut y faire, comment sont qualifiés les besoins des enseignants. Très bien. Bien, écoutez, toutes ces notions sont extrêmement intéressantes et elles font écho à notre troisième partie en termes d'intervention. Donc, on va commenter en fait aujourd'hui et décrire l'appel à manifestation d'intérêt innovation dans la forme scolaire qui est porté par la Caisse des dépôts. Madame Le Mardelet, Madame Pacanar aussi, on va vous laisser la parole, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en définitive, l'appel à projet, lui, tient aussi compte de cette notion de co-construction. Oui, tout à fait. Et pour démarrer, je voudrais juste rapidement rappeler, puisque vous évoquiez, donc c'est un appel à manifestation d'intérêt qui a été initié, lancé et qui est porté à la fois par le secrétariat général pour l'investissement
donc qui est rattaché au service du Premier ministre, qui finance cet appel à manifestation d'intérêt dans le cadre des programmes France 2030, qui est évidemment porté par le ministère de l'Éducation nationale et la Direction générale de l'enseignement scolaire, puisque c'est un sujet qui est évidemment au cœur de cette politique publique portée par le ministère, et qui est, comme vous le disiez, opéré par la Banque des Territoires, par la Caisse des dépôts, donc en tant qu'opérateur pour le compte de l'État. Et puisqu'il s'agit d'un AMI, pardon, si vous pouvez avancer sur la slide d'après, merci beaucoup. Voilà, il n'y a pas grand-chose, mais c'était juste pour évoquer les différents acteurs, que ce soit bien clair en introduction, qui est donc opéré par la Banque des Territoires. Et puisqu'on parle d'un appel à manifestation d'intérêt, je voudrais juste expliquer que notre rôle consiste à accompagner à la fois les candidats, organiser la sélection des projets, qui est opérée par un jury indépendant, et à accompagner les candidats et les futurs lauréats, soit dans des candidatures potentiellement multiples, c'est la logique de l'AMI, on n'est pas sur un AAP avec une sanction coup près où on serait pris ou recalé du premier coup. L'État a souhaité pouvoir permettre à des candidatures de maturer et de mûrir, et donc c'est aussi la logique de l'AMI et notre rôle de les accompagner en cela pour améliorer les projets et potentiellement recandidater. Et enfin, les accompagner évidemment dans le déploiement des projets, dans le suivi de l'impact des projets et dans l'évaluation tout au long des projets et l'animation de la communauté de lauréats qu'on espère créer. Donc cet esprit de co-construction, il sera vraiment tout au long de l'appel à manifestation d'intérêt, au sein des projets évidemment, mais aussi dans la manière dont on le déploie. Voilà, je voulais en dire un mot, mais je cède tout de suite la parole à Cécile Pacamar-aussi pour peut-être introduire un peu l'ambition et les enjeux de cette AMI. Oui, merci Rose. Oui, alors on voit déjà quelques éléments saillants à l'écran. Je voudrais reprendre très brièvement quelques éléments de définition de la forme scolaire, qui est finalement, enfin, qui a été théorisée par Guy Vincent dans les années 80, qui est largement présenté, je crois, sur le site aussi Archiclasse de la DNE, et qui on pourrait résumer pour faire vite cette forme scolaire à finalement une codification, un ensemble de règles qui organisent les enseignements, la mise en place des enseignements et des apprentissages, et qui donne un cadre aux interactions des différents acteurs, et qui fixe aussi les modalités d'enseignement. Donc finalement, très concrètement, cette codification, c'est un rythme scolaire, un nombre d'heures dans la journée, une répartition dans l'année, une modalité de conseil de classe, une façon de créer un groupe classe, etc. Enfin voilà, les rendez-vous de réunion avec les parents, etc. Tout ce qui va finalement constituer le cadre dans lequel les apprentissages se déroulent. Je voudrais dire également en préambule que cet appel à manifestation d'intérêt ne porte pas directement sur de la pratique pédagogique. Mais vous voyez bien qu'évidemment, tout l'environnement des apprentissages, la manière d'organiser le temps, les espaces et les interactions, évidemment, impactent les apprentissages. Et l'objectif in fine est bien celui de faire réussir les élèves, de réduire les inégalités sociales et scolaires, plus précisément entre les élèves. Le besoin de faire évoluer, pourquoi finalement a-t-on besoin de faire évoluer cette forme scolaire? Je pense que ça a été déjà abordé en particulier par Christophe Caron tout à l'heure, qui parlait de proposer une forme scolaire qui soit au plus près des besoins, à la fois de tous les acteurs, des professeurs, mais surtout des élèves, un besoin de personnalisation plus soutenu du parcours scolaire, une proposition qui soit mieux adaptée aux besoins de chaque élève pour que chacun puisse réussir, une demande d'un temps scolaire où le bien-être ait un sens, où effectivement il y a des formes de socialisation qui soient agréables, où les environnements où on se sente bien à l'école, qu'il y a un plaisir d'aller à l'école et un plaisir d'apprendre, et aussi des éléments qui mettent les élèves en réussite. Donc voilà, s'adapter aux besoins des élèves, finalement, c'est ça. Et puis, il y a aussi une demande de la part de tous les acteurs d'être dans des environnements et des espaces
qui rendent possible des nouvelles manières de mettre en œuvre les apprentissages. C'est un appel à manifestation d'intérêt. Comme vous le voyez, qu'il y a une enveloppe globale de 250 millions d'euros, hein, avec une subvention à 2 millions d'euros par projet, et sur une durée de 5 ans. Donc, on voit bien à la fois l'ambition et l'ampleur de cet appel à manifestation d'intérêt. Et je voudrais juste revenir quelques instants, insister sur la démarche. Vous voyez à l'écran l'importance de l'ancrage territorial des projets. Je vais peut-être m'arrêter un peu là-dessus. L'idée, c'est d'identifier les acteurs d'un territoire qui vont se mettre en action commune, co-construire une proposition pour répondre aussi à une problématique de territoire, à quelque chose qui corresponde à leurs besoins. L'idée de cet appel à manifestation d'intérêt n'est pas nécessairement d'avoir une proposition qui serait un peu surplombante ou nationale, mais vraiment dans les territoires, à partir d'un diagnostic territorial, d'identifier les acteurs, les partenaires, hein, de l'éducation, de l'école, et de penser ensemble ou de repenser des manières d'organiser ces apprentissages et cette forme scolaire. L'idée également, sur 5 ans, c'est de pérenniser. Donc, c'est pour ça que la démarche territoriale est extrêmement importante, parce que si on veut avoir un ancrage et une pérennisation, il faut vraiment que ça réponde à des besoins identifiés où les acteurs soient pleinement engagés et que ce ne soit pas un acteur isolément. D'ailleurs, et pour cet appel à manifestation d'intérêt, la démarche de consortium est fortement soutenu et attendu. Et l'idée aussi, pour arriver à pérenniser, parce que l'idée, c'est d'avoir quand même un effet transformant, pas seulement sur 5 ans, mais à long terme. Quelle est la capacité à pérenniser, et c'est réellement en s'appuyant sur les acteurs d'un territoire que l'on arrivera à faire cela. On peut peut-être passer à la slide suivante, s'il vous plaît, pour juste rentrer un peu dans le détail des axes stratégiques. Alors, je vais évidemment pas revenir trop en détail sur la dimension espace et temps, mais parce qu'elle a été très bien présentée précédemment. Mais un axe, évidemment, pour faire évoluer la forme scolaire, il faut repenser, questionner les espaces d'apprentissage et les temps d'apprentissage. Donc ça, c'est le premier axe, hein, qui a été largement développé par Christophe tout à l'heure. Un deuxième axe de cet appel à manifestation d'intérêt est centré autour de l'accompagnement du parcours de l'élève et du développement des compétences du XXIe siècle. On parlait des besoins de l'élève. Alors, quelle innovation, expérimentation qui pourrait permettre de davantage impliquer l'élève dans la construction de son propre parcours? Quelle offre éventuellement de mobilité on peut lui apporter? Quel accent mis sur le développement des compétences du XXIe siècle, qui sont développement de la créativité, de la communication, de l'esprit critique, de la coopération. Et tout ça, évidemment, on voit bien que ne serait-ce que l'axe 1 et 2 sont étroitement imbriqués, puisque coopérer dans des espaces qui ne le permettent pas, c'est nécessairement pas facilitant. Le troisième axe, il est essentiel et il est évidemment relié aux deux autres, c'est celui de développer des nouvelles formes de collaboration entre tous les acteurs de la communauté éducative, c'est-à-dire entre les parents, les profs, entre eux, les élèves, l'encadrement également, et de voir comment, et là aussi, des espaces peuvent faciliter cela, comment des temps repensés peuvent faciliter cette coopération, et puis également d'innover peut-être dans la manière de co-enseigner peut-être. Enfin, il y a tout un tas il y a un champ de possibilités assez large pour essayer d'inventer finalement et d'amener davantage de souplesse dans la mise en œuvre aujourd'hui des apprentissages. Et tout cela, l'idée, c'est de le faire évidemment en explorant des nouvelles alliances avec les acteurs du territoire et d'ouvrir largement aussi aux acteurs qui sont engagés autour de l'école. Et je voudrais bien faire une petite focale sur la diaporama suivante très rapidement.
on a dans ce cahier des charges listé quelques exemples. Alors évidemment, trouver des exemples qui soient à la hauteur de l'ambition de cette AMI, on a des exemples qui invitent et qui inspirent, mais qui ne sont pas nécessairement modélisants. Là, on a proposé par exemple le projet d'une école, de l'école Panorama. On voit que l'intérêt ici, c'est de donner de la cohérence. Vous voyez que le mot relier se retrouve beaucoup dans ce projet. Ça signale vraiment cette volonté de donner de la cohérence, de mettre de la fluidité dans la journée de l'élève, entre les temps et les espaces, avec des espaces aussi qui permettent à chacun d'être davantage en lien, qui favorisent des échanges. Donc on retrouve différents éléments des axes stratégiques qui ont été évoqués précédemment. Et puis sur la slide suivante également, peut-être juste attirer votre attention par exemple sur le projet Calais territoire bilingue, donc là qui s'intéresse davantage à l'intérêt du bilinguisme et du plurilinguisme dans l'apprentissage des élèves, mais qui permet à la fois de mettre en lien des personnels enseignants et non enseignants autour de cet objet du bilinguisme, qui a ouvert à de la mobilité internationale pour aller observer ce qui se passait ailleurs, voilà, qui permet à chacun de se mettre en lien plus fortement et de voir comment on peut finalement en amenant de la mobilité, là en l'occurrence, faire du lien aussi avec la famille, bien sûr, et puis entre les cycles aussi d'apprentissage. Voilà, donc ça, on a plusieurs exemples dans ce cahier des charges que vous avez peut-être déjà consulté et qui ne sont que des exemples, bien sûr. La démarche de cette AMI étant essentiellement d'impulser une dynamique locale, partenariale, systémique, qui fasse sens dans un territoire et qui permette vraiment d'ancrer la démarche au-delà des 5 ans, déjà longs quand même, de cet appel à manifestation d'intérêt. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Rose. Oui, merci Cécile. Donc, pour revenir sur un peu les modalités de déploiement et d'organisation de l'AMI, il y a eu une question aussi sur le calendrier, j'y répondrai. On l'a déjà évoqué, donc j'y reviendrai assez rapidement. Évidemment, il y a des critères d'éligibilité qui ont été définis pour cet appel à manifestation d'intérêt. Donc, déjà en termes d'identité du porteur de projet, donc sur un territoire identifié, comme cela a été dit, les consortiums sont encouragés. Et ce qui est demandé et attendu, c'est qu'une entité candidate soit identifiée par territoire, avec des possibilités volontairement très larges pour encourager de l'innovation aussi venant de l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, donc ouvert à la fois aux collectivités, aux acteurs éducatifs, aux établissements publics locaux, aux syndicats mixtes, différents types d'associations, évidemment, entreprises privées dans le champ de l'éducation, et j'en dis peut-être, voilà, aux fondations également dans le secteur de l'éducation. C'est volontairement une ouverture à des types de porteurs de projets très différents qui a été traité pour cette AMI, et également en s'adjoignant un ancrage via l'association. Alors, c'est évidemment pas limitatif, c'est plutôt un signal donné sur la volonté que des établissements soient identifiés, associés au projet candidat. Et donc, il y a l'obligation également d'associer à minima un établissement, en tout cas en l'identifiant dans le dossier, un établissement scolaire ou une école, public ou privé sous contrat, je le précise parce que la question a été posée précédemment, pour porter le projet. Évidemment, répondre à au moins une, voire plusieurs des thématiques de l'AMI qui ont été décrites précédemment. Et enfin, respecter les critères de montant minimum de projet pour répondre, ça a été expliqué aussi, à l'ampleur et l'ambition un peu transformante des projets sur un territoire attendue par chaque projet, donc avec un seuil à 2 millions de subventions minimum attendu par projet.
Et sachant qu'on est sur des logiques de cofinancement à 50%, ça fait des projets à minimum 4 millions d'euros environ. Donc voilà, c'est des projets assez importants, avec, ça a été dit, une durée par projet de 5 ans. Sur le calendrier, donc je l'évoquais, il y a une première vague de sélection qui est en cours actuellement, qui s'est clôturée en mars dernier, qui est en cours d'instruction, dont les résultats seront a priori connus autour de l'été. Et une deuxième vague est déjà annoncée, alors au 14 octobre, parce que le 15 est un samedi, donc au vendredi 14 octobre. Donc madame qui a posé la question dans le chat, vous pouvez préparer une candidature pour cette date. Et a priori, une troisième vague de candidatures est également envisagée, sans être datée encore, planifiée de manière précise à ce stade. Voilà, ce sera aussi en fonction des futurs travaux. Voilà pour ce qui est un peu des précisions sur les modalités de candidature et le calendrier de l'appel à manifestation d'intérêt. J'en profite aussi pour vous préciser, donc on a organisé d'ores et déjà, dans le cadre de la préparation de la première vague, un certain nombre de webinaires d'information pour répondre à toutes les questions. Ces webinaires sont tous disponibles en ligne, il y a des enregistrements qui sont disponibles. Vous avez également une foire aux questions où l'ensemble des questions qui sont posées par les candidats sur la plateforme auxquelles on répond évidemment, et l'ensemble des réponses sont disponibles donc sur la plateforme Achat Public. Et enfin, on va organiser un autre webinaire, un futur webinaire, parce que les questions commencent à revenir de nouveau en vue de la deuxième vague de sélection. Donc ce webinaire sera le 14 juin prochain au matin de 9h à 10h30. Voilà, le lien est disponible sur la plateforme. Donc vous pouvez vous y inscrire si vous avez des questions sur votre dossier ou d'ordre un peu générique. Mais je vous invite aussi à consulter la foire aux questions qui est déjà bien fournie. Voilà, mais si vous avez d'autres questions, je crois qu'on a encore quelques minutes pour y répondre. Merci. Merci beaucoup, Madame Le Martelet. Audrey, effectivement, il y a peut-être quelques questions. Il y avait une question budget. Est-ce que l'Éducation nationale va proposer des appels à projets, des subventions ou renouveler un plan numérique? Alors, je ne sais pas qui est à même de donner une réponse, si tant est qu'on puisse le faire aujourd'hui. Christophe, peut-être, non? Je ne sais pas. Ma connaissance, non. Je confirme, je n'ai pas connaissance non plus d'appel à projet. Est-ce qu'il y a une autre question, Audrey? Non, je n'en vois pas d'autres. Oui, je n'en vois pas d'autres. Oui, c'est bon. Très bien, très bien. Bah, écoutez, merci à toutes et à tous de cette participation active en termes de questions-réponses. C'est vrai que le temps est un peu contraint et c'est très riche comme sujet, donc on a, je pense, traité un maximum de choses dans le délai imparti. Ce que je peux rajouter, c'est que pour ce qui est de Manutan Collectivité, on a également sur notre site développé un certain nombre d'éléments complémentaires, bien évidemment tournés autour des équipements. L'idée est de s'intégrer à la démarche, hein, vous l'avez compris, tout ce qui est donné là fait appel encore une fois à la co-construction, à l'appropriation. Donc c'est vraiment une dimension de partage. J'insiste sur le fait qu'un certain nombre d'industriels aujourd'hui ont besoin de partager sur les pratiques, ont besoin de partager sur l'évolution des usages. Et donc, tout type de coordination, d'échange à ce niveau-là ne peut être que profitable. Et pour ce qui est de Manutan Collectivité, on essaye de s'y atteler très régulièrement. Voilà. Si vous avez quoi que ce soit comme question supplémentaire en dehors des interventions qui ont été données, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, vous pouvez transmettre via ce mail tout type d'interrogation. Je précise également une nouvelle fois que pour toutes ceux et celles qui ont suivi la présentation, tout ça est enregistré et que vous aurez une rediffusion, un replay sur la chaîne YouTube de Manutan Collectivité. Et puis que pour toutes les personnes qui ont été inscrites, eh bien, on vous transmettra tout simplement le support de la présentation avec les coordonnées, bien évidemment, de nos invités. Je vais terminer en remerciant tout simplement Madame Le Martelet, Madame Placanard aussi. Merci beaucoup Jean-Baptiste Le Saunier, Christophe Caron pour ces précisions. Je pense que c'est extrêmement riche, encore une fois. En tout cas, je peux vous assurer que personnellement, je crois beaucoup à ces investissements-là et aux bénéfices que ça peut porter pour les élèves, pour les enfants dans les années qui viennent. Voilà.
On vous remercie de nouveau. Je vous Merci souhaite à un vous. excellent Merci à vous. après-midi et je Merci. vous dis à très bientôt pour de Merci nouveaux beaucoup. échanges. Merci, au revoir. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.